Une nouvelle vidéo toujours consacrée au chapitre sur le travail et la technique. Ce sera la dernière vidéo, donc on reprend le cours là où on l'avait laissé, c'est-à-dire dans la deuxième partie de la deuxième grande partie. Et là on va voir avec Nietzsche que le travail est considéré comme une soumission. Alors ça commence comme ça, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, le travail était considéré comme une activité indigne des êtres supérieurs. Et oui, historiquement, il faut savoir que dans les civilisations grecques et romaines, le travail, c'était quelque chose qui était tout juste bon pour les petites gens, alors que les individus supérieurs, les castes supérieures de la société, eux, n'avaient pas besoin de travailler pour vivre. Donc le travail était plutôt considéré comme quelque chose de mauvais, de malsain, et que le loisir, otium, était considéré comme quelque chose d'absolument supérieur. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent, ces individus un peu supérieurs, ces castes supérieures, comblaient le temps en allant se promener, en discutant entre eux, ou en allant au bain, au terme, ou alors en faisant de la politique. Et oui, à l'époque, la politique était considérée comme un loisir, participer à la vie politique de la ville. C'est une activité considérée comme intellectuelle et supérieure, mais n'était absolument pas considérée comme un travail. En tout cas, le travail manuel, quant à lui, c'était réservé aux paysans, aux artisans, à tous ces gens qui devaient gagner leur pain, encore une fois, à la sueur de leur front. Nietzsche, on est au 19e siècle, et Nietzsche est lui aussi un individu extrêmement critique vis-à-vis de la société de son temps, un petit peu comme Marx. Nietzsche, quant à lui, considère que le travail est, et je vous invite à retenir son expression, c'est la meilleure des polices. Alors, pour en savoir plus, je vous invite à lire le texte que je vous ai envoyé en pièce jointe, le texte de Nietzsche sur le travail, qui est assez surprenant. Et ce texte de Nietzsche, finalement, est un plaidoyer en faveur du fait de ne pas travailler. Nietzsche, quant à lui, était à la base professeur de philosophie et de philologie à l'université de Bâle, en Suisse, et Nietzsche a décidé de se retirer de cette activité-là. Il a abandonné son poste de professeur pour pouvoir vivre des faibles moyens que lui donnaient les droits d'auteur de ses livres, et ses livres ne se vendaient pas beaucoup à l'époque, mais Nietzsche se considérait comme beaucoup plus libre de réfléchir et de travailler pour lui-même en s'absentant de sa chaire de philosophie, qui était pourtant une bonne rente pour lui. Et à l'époque, Nietzsche était considéré comme un individu un peu parasite dans la société. Nietzsche était extrêmement mal vu, c'était même qualifié parfois comme une espèce de clochard par les gens un petit peu évolués de la société de son époque. Mais Nietzsche tenait à cette liberté profonde de ne pas s'attacher à un travail, un petit peu comme Marx nous disait, le travail est quelque chose qu'on a rendu abrutissant, qu'on a rendu comme quelque chose qui nous rend totalement dépendants d'un système qui nous dépasse. Et Nietzsche était aussi critique que Marx vis-à-vis de la notion de travail. Donc Nietzsche, je l'ai écrit, considère que le travail est la meilleure des polices. Et dans le texte, je pose une question. Pourquoi pour Nietzsche est-ce une mauvaise chose de glorifier le travail comme une valeur morale? Alors ça, j'aurais dû vous faire travailler là-dessus en cours, mais comme on est en distanciel, c'est pas possible. Donc je vous mâche un peu le travail et voilà la réponse. Faire du travail la valeur morale suprême, c'est donner à un moyen l'apparence d'une fin, l'excellence, le bonheur, comme chez Aristote par exemple. Et oui, Nietzsche nous dit, à nous fixer des objectifs à court terme, qui sont les objectifs du travail, on a réussi à mettre devant nous une espèce de leurre. Il ne s'agit plus de s'accomplir soi-même à travers sa vie, il s'agit d'accomplir les tâches qu'on a bien voulu nous donner. Pour un prof, par exemple, c'est faire en sorte que les élèves aient le bac. Et on nous donne cet objectif-là en disant, c'est l'objectif suprême. Si tu fais bien ton travail, tu seras récompensé. Et Nietzsche dit, c'est un leurre, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la tromperie. M'accomplir moi-même, ce n'est pas accomplir les tâches qu'on me donne. Ainsi, les hommes se battront pour le travail et non pour la morale. Ils se soumettront aux ordres des dominants sans chercher à inventer les valeurs de demain par eux-mêmes, puisque le travail est un pouvoir pyramidal. Toujours les mêmes qui ont le pouvoir, et puis un système dans lequel le travail lui-même devient une morale. Et Nietzsche dit, en fait, le travail, c'est pas ça la morale. Mais vous le voyez bien à travers la société actuelle, celui ou celle qui ne travaille pas est toujours considéré d'un mauvais œil. Il faut travailler parce que c'est bien, parce que c'est le bien. Ne pas travailler, c'est mal. C'est être un parasite, c'est être un outsider vis-à-vis de la société. Et par conséquent, nous dit Nietzsche, c'est un peu malsain de remplacer le travail, de remplacer du moins la morale par la valeur travail. D'ailleurs, la valeur travail, c'est une expression qui est d'actualité aujourd'hui en politique. On parle énormément de la valeur travail, comme si, dit Nietzsche, le travail était une valeur morale en soi. En faisant la valeur suprême, le travail tient en bride et s'entend à entraver puissamment le développement de la raison, des désirs,
du goût de l'indépendance. Plus aucune indépendance lorsque vous êtes un travailleur. Vous êtes qualifié à égalité avec les autres travailleurs et c'est une égalité qui n'est pas très bonne pour Nietzsche, qui est plutôt malsaine. L'homme donc se retrouve écrasé par le système. Donc vous voyez que c'est une thèse qui est assez discutable parce qu'on se dit mais si tout le monde se mettait à ne plus rien faire, à regarder la forme des nuages comme le dit Nietzsche et à rêvasser, la société n'avancerait plus. Et pourtant, dit Nietzsche, hein, c'est une valeur qu'on devrait pouvoir retrouver. Peut-être pas toujours s'absorber dans les tâches que nous donne le travail, mais pouvoir devenir de plus en plus indépendant, devenir des individus et non plus des personnes soumises à un système de façon égalitaire et totalement écrasante. Alors, troisième grande partie du cours, on parle de la technique et du dépassement de l'être. Et on commence dans un premier paragraphe par le transhumanisme. La technique, telle qu'elle se développe aujourd'hui, semble vouée à un abandon progressif du corps, du monde réel et de la réalité. Regardez comment ça se passe aujourd'hui, vous avez toujours une prothèse au bout de la main, ce fameux téléphone portable. Ce sont des instruments techniques qui nous permettent de vivre. Le matin, quand je sors de chez moi, je vais prendre mon bus pour aller travailler, hop, je consulte les horaires sur mon téléphone portable. Ensuite, je regarde bien si le trafic est bon, si je prends ma voiture, et je vais regarder ça sur mon téléphone portable. Nous avons des prothèses à longueur de journée qui sont des prothèses qui deviennent de plus en plus indispensables. Là, en ce moment, si je peux faire ce cours devant vous en distanciel, c'est parce qu'il y a un ordinateur devant moi. Et ça, c'est le début, finalement, quelque part, du transhumanisme. C'est-à-dire ne plus travailler simplement avec son propre corps, mais avoir besoin d'une technologie qui nous environne, qui nous dépasse, mais dont nous devenons totalement dépendants. Un autre exemple tout à fait d'actualité, ce sont les vaccins. Qu'est-ce que c'est que le vaccin? C'est aussi le début du transhumanisme, c'est-à-dire fortifier notre corps avec une technique, une technologie qui nous vient de l'extérieur. On nous injecte dans le corps de quoi lutter contre une maladie. C'est relativement nouveau, hein, les vaccins, ça date du 19e siècle dans l'histoire de l'humanité, et c'est le début effectivement d'une transformation, d'une amélioration de notre corps qui peut faire peur par l'avenir, puisque je vous rappelle que dans certains laboratoires américains, on étudie carrément, en ce moment même, dans des laboratoires privés, indépendants, des techniques pour non seulement vivre de plus en plus longtemps, c'est-à-dire refuser la chose la plus naturelle du monde, qui est la mort, mais aussi pouvoir la dépasser totalement, puisque certains milliardaires américains travaillent sur des systèmes pour pouvoir transférer les données de leur cerveau sur un espace numérique, c'est-à-dire ne pas mourir, abandonner son propre corps au profit d'une mémoire qui va devenir et qui va nous rendre totalement immortels. Ça fait peur, ça fait envie aussi quelque part, et on se demande comment va évoluer finalement l'humanité qui va de plus en plus abandonner les capacités de son propre corps pour devenir des individus augmentés, des individus immortels, tout-puissants. Et ça, c'est une véritable question. Donc il y a un développement, comme je le note, des réseaux sociaux, une réalité augmentée, une amélioration physique et intellectuelle de l'homme. Nous semblons quitter notre corps, notre monde réel, pour échapper de plus en plus à nous-mêmes et à nous arracher à notre berceau pour aller vers une technologie du dépassement de l'homme. L'enjeu du transhumanisme est le suivant, devenir plus qu'humain. Mais la question qui se pose est, allons-nous perdre notre âme à vouloir devenir des machines à penser, immortelles et toutes puissantes? Et pour réfléchir là-dessus, je vous invite à aller voir sur YouTube une interview très intéressante qui a eu lieu sur TV5 Monde sur le transhumanisme avec le professeur Jacques Testard qui émet des gros doutes par rapport aux espoirs qui sont formés par le transhumanisme et qui cherche un petit peu à freiner les choses, puisque des essais se sont passés par rapport au clonage humain, par exemple, bref, des technologies qui, encore une fois, ont un côté excitant, mais qui en même temps peuvent faire peur sur cette volonté de dépasser l'être humain tel qu'il existe aujourd'hui. Deuxième et dernière partie de ce chapitre, donc toujours dans la partie 3 du chapitre, l'homme comme organisateur de la technique. Il ne faut pas oublier que l'homme, que l'on voit souvent comme un esclave de la technique, en est avant tout le créateur et l'organisateur. C'est-à-dire qu'on dit toujours, mais nous sommes actuellement totalement dépassés par la technique. Oui, d'accord, mais c'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui avons un pouvoir de décision. C'est tout de même incroyable de voir que, je reprends l'exemple que j'avais pris dans la partie précédente, sur la crise des subprimes aux États-Unis. J'avais entendu à cette époque-là, vers 2008, un homme politique qui parlait à la radio et qui répondait à un auditeur qui lui disait « Mais comment est-ce qu'on peut lutter contre cette crise économique majeure ?» Et cet homme politique, dont je tairai le nom, répondait « Mais nous ne pouvons pas lutter contre cette crise des subprimes. C'est le système qui est devenu fou. Et c'est comme un astéroïde qui serait tombé sur la Terre et qui écrase tout le monde. Et puis c'est comme ça, il faut vivre avec. »
Donc il faut subir les effets d'un système qu'on a nous-mêmes créé, sur lequel nous devrions avoir la main, et dont on a l'impression finalement qu'il est devenu une espèce de dieu. C'est-à-dire que le système économique actuel, bah, on l'a créé, on est censé avoir la main dessus, mais bah non, c'est lui maintenant qui est devenu le dieu, le créateur, celui qui a la main sur nos décisions. C'est quand même un peu schizophrène, ça fait quand même un petit peu peur, et c'est vrai que souvent on se cherche un peu des excuses pour ne pas assumer notre rôle. L'écrivain Frédéric Becbédé a écrit il y a une vingtaine d'années un livre qui avait été un véritable livre coup de poing qui s'appelait 99 francs, qui avait été adapté au cinéma d'ailleurs avec Jean Dujardin. Et à un moment, dans son livre, Frédéric Becbédé, qui critique le système économique, politique et surtout technologique actuel, dit en fait, il n'y a plus de pilote dans l'avion. C'est ça qui fait peur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de responsable pour tout ce qui se passe dans le monde. La sphère technologique, la sphère économique, la sphère politique sont entremêlées les unes aux autres et semblent dépendre de facteurs qui nous échappent totalement. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Non, il n'y a plus de pilote dans l'avion et nous devons subir ce système que nous avons créé. Au 19e siècle, il y a un roman qui était sorti et qui était déjà assez annonciateur de l'époque actuelle. Vous connaissez tous au moins le titre, c'est Frankenstein. Frankenstein, c'est un roman qui avait été écrit par l'écrivaine anglaise Mary Shelley. Et Mary Shelley nous parle d'un monstre qui est créé par un professeur qui veut créer de la vie à partir de rien, qui veut créer de la vie à partir de la mort. Et ce monstre de Frankenstein prend son indépendance et finit par tuer son propre créateur et finit par tuer tout le monde autour de lui. Chez Mary Shelley, quand elle était interviewée par rapport à la création de ce monstre de Frankenstein, elle disait « Mais Frankenstein, c'est notre époque, c'est la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'on crée des monstres qui nous dépassent totalement et qui finissent par prendre le pouvoir sur nous. » Donc là-dessus, Mary Shelley était déjà, en tant qu'écrivaine, annonciatrice de l'époque aujourd'hui. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Et c'est pour ça que le philosophe Gilbert Simondon essaye de contrer un petit peu cette idée-là. À la question « Dépendons-nous de la technique ?», Simondon répondrait « Loin d'être le surveillant d'un groupe d'esclaves, l'homme est l'organisateur permanent d'une société d'objets techniques qui ont besoin de lui comme les musiciens ont besoin du chef d'orchestre. » Alors je vous renvoie à la lecture du texte qui est à la page 244 de votre manuel, qui est peut-être un texte un petit peu difficile, mais qui est très intéressant et qui parle de la peur que nous avons par rapport à ce que nous créons nous-mêmes. Et il utilise même un terme alors c'est comment, le misonéisme. Le misonéisme, c'est un petit peu un des syndromes de notre époque. Le misonéisme, c'est la peur de ce qui est nouveau. Nous créons sans arrêt des choses nouvelles, et ce sont des choses qui en même temps souvent nous font peur, et on a tendance à nous abriter derrière une mauvaise foi un petit peu sartrienne en disant « mais nous ne sommes pas libres », c'est-à-dire que ces objets nous environnent, ils prennent le contrôle sur nous, un petit peu comme les robots qui prennent le contrôle dans les romans d'Isaac Asimov, et Gilbert Simondon tend à remettre l'homme au milieu des choses. Il tend à remettre l'église au milieu du village, selon la vieille expression, ou la cabane sur le chien. Et la thèse de Gilbert Simondon, c'est « n'oublions pas que c'est nous qui en sommes les créateurs, et donc que c'est nous qui devrions rester les maîtres de cette technologie. » Comme le disait Descartes, l'homme peut se rendre comme maître et possesseur de la nature, et on a l'impression qu'aujourd'hui, l'état d'esprit de notre 21e siècle, c'est pas l'homme peut se rendre comme maître et possesseur de la nature, mais l'homme s'est rendu maître et possesseur de la nature à travers des objets, à travers des technologies qu'il ne maîtrise plus lui-même. Et c'est ça qui fait peur. Se sentir manipulé par la technique, n'est-ce pas se chercher des excuses pour fuir notre rôle créateur et organisateur de la technique? Restons donc, nous dit Gilbert Simondon, à notre place, qui est la place de chef d'orchestre. Un orchestre, c'est un ensemble de personnes qui ne peuvent pas fonctionner si le chef n'est pas là pour leur donner la mesure, pour leur donner le rythme. Et donc, essayons de reconsidérer les choses, nous dit Gilbert Simondon, essayons d'arrêter d'avoir peur de cette technique qui semble nous dépasser et retrouvons notre rôle de maître et d'organisateur de cette technique. Voilà pour ce chapitre sur le travail et la technique. À bientôt.